d'abord à tenir. Le Front National et la France Insoumise est notre ennemi. L'heure n'est pas à nous compter, mais à nous parler. Je ne sais pas où nous emmène Madame Borne, mais je ne suis pas sûre qu'elle le sache elle-même. Ça sent la fin de régime, je crois que ça se sentait, c'était palpable. Peut-être que les salariés devront se mobiliser en grand nombre, du public comme du privé. La nomination du nouveau gouvernement, le discours d'Elisabeth Borne à l'Assemblée, la motion de censure déposée par la NUPES et la lettre ouverte de Taha Bouaf à la France Insoumise. C'est le sommaire du numéro 3 du Bourbon de Serge. C'est à se demander si Emmanuel Macron sait où il va. Cette semaine aura été en effet marquée par une absence totale de souffle et d'imagination, comme si le résultat des élections législatives avait laissé groggy le chef de l'État. Écoutez-le s'adresser à ses ministres lundi, après le premier conseil du nouveau gouvernement. Vous aurez d'abord à tenir. L'indépendance du pays et les progrès ne se financent que rarement sur des déficits non financés, en tout cas non soutenables, et l'indépendance réelle du pays ne se fait pas sans transformation profonde et beaucoup d'exigences. Tenir, eh oui, ni gouvernement d'union nationale, ni grande coalition à l'horizon. Personne ne veut monter à bord du navire macroniste. L'enchanteur de 2017 ne fait plus rêver. Résultat, l'ossature du gouvernement reste la même. Bruno Le Maire est toujours aux finances, Gérald Darmanin à l'intérieur, Sébastien Lecornu aux armées et Éric Dupond-Moretti à la justice. Pas une seule prise de guerre. Au point que le retour de Marlène Schiappa fait figure d'événement. Pire, le gouvernement ne fait pas du surplace, il recule. Le président l'avait assuré pendant sa courte campagne électorale, le quinquennat nouveau devait être écologique. C'est mal parti. Le ministre de la Transition écologique passe de la 5e à la 10e place dans l'ordre protocolaire. Pour incarner la fonction, l'Élysée et Matignon ont réussi le tour de force d'aller chercher quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Christophe Béchu. Sa seule qualité est d'être le numéro 2 d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Pour le reste, Béchu a voté contre l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles et se montre hostile à l'éolien. Sa secrétaire d'État, Bérangère Couillard, est à l'avenant. Elle est contre la suppression de l'avantage fiscal pour les lignes aériennes intérieures, elle est contre le maintien des petites lignes ferroviaires et elle s'est abstenue lors du vote sur la réintroduction des néonicotinoïdes. Deux perles rares, quoi. Le gouvernement Borne 2 est censé travailler avec toutes les bonnes volontés. Enfin, pas toutes. Gérald Darmanin a été très clair. Est-ce que cette main tendue sera serrée par nos adversaires, qui ne sont pas nos ennemis? Voilà. Le Front National et la France Insoumise est notre ennemi. Les LR ou les socialistes sont nos adversaires. Et je pense qu'en démocratie, ça compte, cette distinction. En deux phrases, 164 députés du Rassemblement National et de la France Insoumise se voient placés au banc de la nation alors même qu'ils viennent de recevoir l'onction du suffrage universel. Comment le ministre de l'Intérieur, garant des institutions républicaines, peut-il déraper à ce point? En réalité, le camp macroniste entend continuer sa route comme si rien ne s'était passé. Pas de législative, pas de majorité perdue, un troupeau d'autruches, la tête enterrée dans le sable. Faut-il s'étonner alors que le discours de politique générale d'Elisabeth Borne devant les députés se soit révélé aussi terne quand on écoutait Jean Castex, on regrettait Édouard Philippe. Quand on entend Elisabeth Borne, on pleure le départ de Jean Castex. Écoutez la Première ministre expliquer pourquoi elle a refusé que sa déclaration soit suivie d'un vote de confiance, comme c'est la tradition. Les échanges nourris que j'ai menés avec les groupes de cette Assemblée me le montrent. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs, de construire ensemble et de bâtir. S'il vous plaît, mes chers collègues. L'heure n'est pas à nous compter, mais à nous parler. La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se forgera, texte après texte, projet après projet. La vérité, c'est qu'Elisabeth Borne n'aurait pas obtenu une majorité, comme le confiait lundi le nouveau président de la commission des lois, Sacha Houlié. Ça ne sert à rien de solliciter une confiance que les parlementaires ne vont pas vous accorder. Comme l'a fait Michel Rocard avant elle, comme l'a fait Édith Cresson, comme l'a fait Pierre Bérégovoy, comme l'ont fait des illustres premiers ministres. Je ne vois pas pourquoi Elisabeth Borne solliciterait un vote de confiance qu'elle n'obtiendrait pas. Dans les couloirs mercredi, on peinait à trouver un député qui veuille laisser sa chance au produit. On aura entendu beaucoup d'évidences, mais aucun moyen de les mettre en place. Rien sur le climat, des beaux mots sur les soignants, des beaux mots sur la jeunesse.
C'est très inquiétant pour les mois qui viennent. Elle aurait prononcé exactement le même discours si Emmanuel Macron avait une majorité. Cela veut dire qu'en vérité, elle fait semblant de bâtir ensemble, mais elle déroule le programme d'Emmanuel Macron. Rien de nouveau sous le soleil, un discours qui fait que réégrener le pseudo-programme d'Emmanuel Macron à la présidentielle. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'élection législative. Une fois n'est pas coutume, le discours d'Elisabeth Borne était si affligeant que Marine Le Pen et Alexis Corbière en font une lecture voisine. Entendre durant 1h30 qu'il faut lutter contre la maladie, le mauvais temps, le chômage, bon, très bien, c'est difficile effectivement d'être contre cet enfilage de perles, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas de vision politique. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas où nous emmène Madame Borne, mais je ne suis pas sûre qu'elle le sache elle-même. Ça sent la fin de régime, je crois que ça se sentait, c'était palpable, du moins dans la place qui était la nôtre, pas d'enthousiasme, des grandes banalités, des mensonges. Bon, ben, nous jouerons notre rôle et au moins, pour avoir au moins le panache de soumettre ça au vote. Mais derrière les mots valises d'Elisabeth Borne, il y a aussi des intentions moins œcuméniques et bien peu charitables. Il ne vous aura pas échappé qu'est venu sur la table le retour à l'équilibre des finances publiques. C'est d'une indécence, je trouve, assez rare, au moment où la question principale des Françaises et des Français, c'est la question du pouvoir d'achat, qu'ils sont en train de faire des arbitrages pour savoir s'ils vont pouvoir partir en vacances, s'ils vont pouvoir se payer un resto pendant leurs vacances. Fabien Roussel tire le signal d'alarme. Je crains que le discours de la Première ministre déçoive énormément les Français, énormément. Non seulement déçoive les Français, mais en plus suscite de la colère. D'abord parce que dans son discours, il n'y a pas un mot pour la hausse des salaires dans le secteur privé. Et la deuxième chose, pour moi c'est une ligne rouge, c'est que le gouvernement envisage de faire cette réforme des retraites qui va vous proposer de travailler plus longtemps, nous tous, et ça les Français avaient dit qu'ils n'en voulaient pas lors des dernières élections. Moi j'appelle déjà à ce qu'au mois de septembre, on se prépare massivement à participer à la vie politique. Et peut-être que les salariés devront se mobiliser en grand nombre, du public comme du privé, pour exiger, obtenir ces augmentations de salaire et obtenir une réforme progressiste des retraites que nous appelons de nos voeux. Tout arrive, le secrétaire national du PC est d'accord avec la proposition faite par Jean-Luc Mélenchon la veille à l'occasion d'une conférence. Moi je pense qu'à la rentrée, nous pourrions avoir une initiative de cette nature avec tout le monde, tous ceux qui veulent, comme par exemple une grande marche contre la vie chère, qui aurait lieu à la rentrée et en quelque sorte donnerait le la de la rentrée. Le même Jean-Luc Mélenchon a expliqué pourquoi la NUPES avait choisi de déposer une motion de censure avant même que le gouvernement ait présenté un projet de loi. Cette motion de censure, décidée par l'ensemble des organisations de la NUPES, est une motion qui s'est concentrée sur la question démocratique. Et vous autres, les députés de la droite démocratique, de je sais pas quoi, vous êtes d'accord pour qu'il y ait un gouvernement qui a été élu par personne? Ou bien alors faites une majorité. Ils ne peuvent pas nous imposer le congrès permanent des droites à l'Assemblée nationale. Résumons, Mélenchon veut empêcher que les LR deviennent le groupe charnière de l'Assemblée nationale. Le leader insoumis veut tracer une ligne de partage nette entre les oppositions. De fait, LR se voit bien dans ce rôle de faiseur de roi. Écoutez Philippe Gosselin. Si on s'en tient à quelques têtes de chapitre, nucléaire, défense, ruralité, gestion de la dette, réforme des retraites, il y a un certain nombre de sujets qui, effectivement, carillonnent à nos oreilles parce qu'ils peuvent sembler en phase avec ce que nous voulions défendre. Maintenant, au-delà des têtes de chapitre, il faudra voir précisément ce qui sera dans les textes, dans les propositions qui seront faites, c'est-à-dire dans les projets de loi. Et nous réaffirmons que ça se fera au cas par cas, texte par texte. Les LR n'ont pas vocation à être la béquille permanente de la majorité, qui est bien relative, ni d'ajouter du chaos au chaos. Du côté du Rassemblement national, on joue les bons élèves. Pourquoi nous ne votons pas cette motion de censure? Parce que si elle était votée, le texte sur le pouvoir d'achat serait reporté au mois de septembre, voire au mois d'octobre.
Il y a des millions de Français qui ne peuvent pas entendre ça. Il y a des millions de Français aujourd'hui qui ont du mal à se nourrir. Il y a des millions de Français aujourd'hui qui sont dans une précarité grandissante, terrifiante. Ils attendent une réponse de l'Assemblée nationale. Ils attendent un vote, ils attendent des mesures concrètes. Donc nous allons travailler parce que nous sommes élus pour ça. Nous ne sommes pas là pour faire du cirque. La stratégie du RN est de soutenir le gouvernement comme la corde soutient le pendu. Il s'agit pour Marine Le Pen et ses amis de devenir l'incontournable partenaire du gouvernement. Vous voulez faire passer votre texte? Alors rajoutez-y quelques mesures bien senties sur l'immigration, la sécurité, etc. On a compris le mécanisme, ce sera la surenchère permanente. À travers le dépôt d'une motion de censure, la NUPES veut donc faire la démonstration que la seule opposition, c'est elle. Mais il y a un risque majeur. Le rejet très probable de la motion de censure risque d'apparaître aux yeux de l'opinion comme un vote de confiance en creux pour la Première ministre. C'est le paradoxe de la séquence. L'échec de la motion de censure pourrait davantage profiter à Matignon qu'à la coalition de gauche. Le chemin est étroit. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Cette réflexion que l'on doit à Jacques Chirac, plus d'un cadre de la France insoumise a dû se la murmurer mardi. À peine le soufflet de l'affaire Éric Coquerel, contre lequel Sophie Tissier vient de porter plainte, retombait-il que l'affaire Tahabouaf revient sur le devant de la scène. La scoumoune, je vous dis. Mardi après-midi, l'ancien candidat de la NUPES à Vénissieux a publié sur les réseaux sociaux un long courrier à l'intention de ses camarades de la France insoumise. Dans cette lettre ouverte, dont chacun des mots a été soigneusement pesé et ciselé, le jeune homme donne sa version des circonstances de son éviction. On s'en souvient, ce sont des plaintes auprès d'une structure interne de la France insoumise, la Commission contre les violences sexistes et sexuelles, qui aurait conduit les responsables de ce mouvement à l'écarter. Tahabouaf soutient que Clémentine Autain lui aurait demandé de renoncer à sa candidature en invoquant la polémique dont il était alors l'objet, plutôt que ses accusations d'agression sexuelle. Le candidat pressenti était alors au centre d'une tourmente alimentée par ses tweets outranciers et sa condamnation en première instance pour avoir traité une syndicaliste policière d'arabe de service. Bref, à en croire Tahabouaf, la FI aurait d'abord tenté d'éviter le scandale en invoquant une campagne raciste plutôt que le supposé comportement de prédateur d'un de ses membres. Version que Mathilde Panot, qui participait à l'échange entre Clémentine Autain et Tahabouaf, a démenti sur BFM mercredi, avec une formule qui reste cependant ambiguë. Tu devrais, par exemple, suggérer que tu te retires parce que tu es victime d'attaques racistes. Avez-vous prononcé cette phrase? Moi, non. Je ne l'ai pas prononcé. Clémentine Autain a prononcé cette phrase? Non, mais en fait, je ne sais pas si elle a prononcé cette phrase. Dans son courrier, Tahabouaf ajoute qu'on ne lui a même pas laissé l'occasion de se défendre, puisque le détail des accusations ne lui a pas été communiqué, à la différence de ce qu'il se passe, par exemple, lors d'un entretien préalable à un licenciement. Dans un communiqué publié sur son site mardi soir, la France insoumise a réagi aux publications de Tahabouaf. Nous ne sommes pas un tribunal, nous sommes une organisation politique dont les décisions en matière de violences sexistes et sexuelles relèvent de la précaution et de la protection des membres de notre mouvement et non pas d'une décision de justice à laquelle nous ne pourrons jamais nous substituer. C'est là que survient le télescopage avec l'affaire Coquerel. Si, sur la base de plaintes qui demeurent anonymes, le mouvement a pu estimer légitime, par précaution, d'écarter Bouaf, alors pourquoi, en vertu du même principe de précaution, Éric Coquerel n'est-il pas écarté? D'autant que là, les faits sont connus. Voilà, j'ai subi les assauts de Éric Coquerel, qui effectivement, dès que je l'ai rencontré, j'ai senti un regard salace, gluant. Il me fixait, il n'arrêtait pas de... Enfin, dès que je le voyais dans les parages, il me regardait. Petit à petit, il y a eu des gestes déplacés. Voilà, des mains baladeuses, prendre par la taille, se rapprocher de moi, se coller à moi. Faut-il en conclure que la Commission contre les violences sexistes et sexuelles estime ces faits moins graves que ceux reprochés à Bouaf? De toute évidence, oui. Si tel est le cas, cela veut dire qu'elle se comporte bien comme une juridiction interne. Au moment où le gouvernement vient d'éjecter Damien Abad de ses rangs, ce deux poids, deux mesures devient délicat à gérer pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. D'abord parce qu'il parasite la dimension pédagogique de la séquence dépôt d'une motion de censure. Pour le dire autrement, ça fait désordre. Ensuite, ce déséquilibre fragilise un peu plus Éric Coquerel. Tout dépend désormais de l'appréciation que le parquet portera sur la plainte déposée lundi par Sophie Tissier. Si, comme l'ancienne gilet jaune l'estimait elle-même dans un entretien à Mediapart, les faits reprochés ne ressortent pas d'une qualification pénale, l'affaire s'arrêtera là. Mais si le parquet en décide autrement, le feuilleton médiatique n'est pas prêt de s'arrêter. Merci d'avoir regardé cette 3e édition du Bourbon de Serge. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui est à côté. C'est indispensable pour que la chaîne se développe. J'aurai bientôt l'occasion de vous en dire un peu plus sur mes projets
et comment vous pouvez m'aider à les mener à bien. Dans l'immédiat, je vous dis à jeudi prochain, même si c'est le 14 juillet. Mon Bourbon à moi ne craint pas la République, bien au contraire.